Très simple, je vais te raconter une histoire. Donc la saison dernière, c'était la première Ouais, saison ouais, de Raphaël. Donc là où on avait mis en place ce tarif solidaire qu'elle mmh, souhaitait mettre en place. Donc on l'a présenté, elle m'a fait venir sur scène pour présenter la politique ouais, tarifaire, parler de ce qu'on avait fait justement. Et au moment où on a échangé toutes les 2 sur le fait que, bah, elle avait mis en place donc qu'elle tenait à mettre en place pour les publics empêchés ce nouveau tarif et pour qui c'était, bah, ça a été applaudi dans la salle par les spectateurs. On avait plus de 500 spectateurs qui ont applaudi ce tarif. Et quand on a terminé par un petit pot à la sortie, j'ai plein de gens, parfois des personnes qui n'avaient pas le droit à ce tarif ouais. et qui m'ont dit: «Mais nous, on n'a pas le droit et c'est pas grave, justement, on trouve ça super bien. Moi, j'ai les moyens de payer ma place et je trouve ça très bien que moi je paye peut-être un petit peu plus cher, mais que dans le coup, que des publics qui n'ont pas les moyens puissent aussi venir». Bonjour Véronique, merci d'être là. Je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cette conversation aujourd'hui. Alors, on s'est rencontrés en mai dernier au Forum de la billetterie et je t'ai entendu parler de ton métier avec une énergie incroyable et ça m'a vraiment donné envie de t'inviter ici. Alors, pour commencer simplement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais et comment tu es arrivée en billetterie? Bonjour Karine, merci. Merci à toi de me donner cette parole. J'ai longtemps pratiqué la danse et la musique en conservatoire, voilà. Je voulais être danseuse au départ, mais je crois que je vais être honnête avec toi, en fait, j'avais pas beaucoup de talent. Je m'en suis aperçue assez vite, en fait. Bon, malgré tout, j'ai quand même continué le conservatoire un petit moment et j'ai fait des études en musicologie parce que j'avais quand même cette appétence, vers l'art, tout simplement. Donc j'ai un master 1 en musicologie et ensuite, j'ai tout de suite compris que j'avais envie de travailler. Je voulais pas enseigner la musique, je voulais pas être, professeure, même si je l'ai été pendant toutes mes études de musicologie. Dans le coup, à la fac, j'enseignais le piano et le saxophone et le solfège. Mais j'ai tout de suite senti que j'avais envie de travailler dans ce milieu-là, en fait. Dans quelle branche, dans quel axe, je savais pas trop, mais en tout cas, il fallait qu'il y ait de la musique, du théâtre, de la danse, qu'il y ait tout ça autour de moi. Donc j'avais la chance d'avoir un théâtre qui était une scène nationale déjà, à Poitiers et je me suis dit: «Bah, peut-être me spécialiser ensuite dans plutôt ce qui était un petit peu administratif pour pouvoir avoir une autre porte d'entrée dans un futur métier». Donc ensuite, j'ai fait un master 2 à l'IAE de Poitiers en gestion d'administration des entreprises. Voilà. Je suis rentrée dans une association qui faisait de la programmation de musique classique uniquement. Ils faisaient 15 concerts par an. Ils avaient pas de salariés, donc ils avaient besoin de quelqu'un qui fasse l'administration, la billetterie, l'accueil, tout quoi. J'étais polyvalente en fait. Cette association s'est arrêtée et la programmation a été reprise par, le théâtre, par la scène nationale, avec sa salariée. Donc c'était moi. Je suis arrivée comme ça, C'est comme un cheveu incroyable. sur la soupe, ouais, voilà, c'est ça, dans une équipe qui m'attendait pas réellement, mais voilà, bon, je suis arrivée. Et puis, il y avait un poste à l'accueil, parce qu'il fallait aider au moment des abonnements, des ouvertures et tout ça. Et puis, bah, petit à petit, j'ai fait mon trou et puis petit à petit, l'accueil est resté en moi et puis la billetterie est arrivée et puis, bah, voilà, j'ai progressé. J'ai grandi avec ça et j'ai grandi avec ce théâtre qui est parti d'un petit théâtre pour arriver à cette grosse structure maintenant, le TAP Auditorium, Scène nationale de Grand Poitiers. C'est quand même incroyable, hein, parce qu'on C'est l'a incroyable. Ah, c'est j'étais pas du incroyable. tout destinée. Effectivement, la billetterie, c'est arrivé par hasard au final. Mais au moins, je suis dans un milieu qui me passionne et qui m'anime depuis que je suis toute petite, en fait. Voilà, c'est ça qui est important, en Oui dehors du métier. et puis, tu sais, je l'ai dit dans l'intro, ça fait quand même 27 ans que tu es, au TAP. C'est quand même, je veux dire, c'est une vie et tu as une énergie folle et tu as une passion pour ta ton métier qui est contagieuse. Je trouve ça fascinant. Comment ton rôle, il a évolué? On a pu voir comment tu es arrivé au TAP, mais comment ça a évolué au sein du TAP? Ben, en fait, ça a évolué avec, bah, l'ampleur que la structure a prise, à un moment donné. En fait, on était une petite structure, avec une vingtaine de salariés au départ, avec 20-30 spectacles, tu vois, par an. Et puis, il y a eu ce bâtiment, voilà, un ancien directeur, monsieur Garnier, a fait partie du projet pour qu'effectivement il y ait ce bâtiment actuel, ce cube jaune, Mmh. très repérable dans la ville qui pouvait se construire parce qu'on n'avait qu'une salle où on partageait en fait le spectacle et le cinéma dans la même salle et on allait souvent dans des petites salles extérieures en fait pour compléter et bah, quand ce bâtiment s'est construit,
c'est là où, toute l'ampleur d'un service billetterie est arrivée, en fait. Et j'ai eu la chance que le directeur m'implique dans l'accueil, dans ce que je voyais de l'accueil, dans, où est-ce qu'on mettait la banque d'accueil? Est-ce qu'on mettait une banque d'accueil haute, basse? Comment on accueillait le public? La numérotation des salles aussi, j'y ai participé. Donc et puis, comme à l'ouverture, effectivement, on a quand même multiplié, on est passé à 60 spectacles, en gros, par an. Il fallait plus d'équipes, donc il a fallu recruter des équipes, des ouvreurs aussi. Donc, j'ai fait partie de cette aventure, donc j'ai grandi avec, en fait. Donc je me suis formée au management, j'ai fait beaucoup de formations, de coaching personnel, de management et mon équipe, elle est passée de 2-3 personnes à 10, ensuite à 15, ensuite maintenant je suis entre 25 et 30 personnes. Donc ça a grossi au fur et à mesure, en fait, que ce théâtre a grandi et s'est ouvert, tout simplement. Ce que je trouve fascinant dans ce que tu dis, c'est que surtout dans les postes dans lesquels tu grandis, avec l'organisation, c'est que, eh ben, l'équipe, elle grandit avec toi et tu es capable de transmettre ce que tu as appris au fur et à mesure. Moi, je trouve que c'est une grande chance avec les équipes. C'est comme un pilier finalement au TAP, tu vois, pour l'organisation et puis pour les gens qui sont dans ton équipe. Euh, On a grandi ensemble, effectivement. Mmh. euh, En fait, tu as raconté ton parcours et ton rôle qui a évolué. Et il y a un sujet central dont on a parlé, tu sais, celui sur lequel on voulait vraiment parler aujourd'hui, c'est la politique tarifaire. J'ai trouvé ça fascinant, à quel point tu m'as parlé de ça avec passion. Je voulais partager ça avec les auditeurs. Donc, c'est quoi pour toi une politique tarifaire qui est bien pensée? Eh bien, pour moi, une politique tarifaire qui est bien pensée, elle doit servir le projet d'une direction. Voilà, ça c'est hyper Ouais. important, ça doit soutenir, voilà, ça doit soutenir un projet artistique qui est la base, hein, bien évidemment, on part de ça, loin de là. Mais les valeurs, tu vois, qui sont déclinées dans cette programmation, qui sont déclinées par une direction et en fait, dans tous les supports de billetterie, que ce soit une politique tarifaire, que ce soit un logiciel de billetterie, un site de vente et dans tous les espaces de billetterie, ça doit retransmettre le projet, les valeurs qu'une direction souhaite apporter à sa structure. Pour moi, c'est très, très important. Donc elle doit être simple, facile à communiquer, ça Ouais. c'est vraiment important. Hem, on doit réfléchir ensemble, c'est-à-dire qu'une politique tarifaire, elle s'invente pas toute seule dans un coin où elle ne part pas, même si bien évidemment c'est une direction qui la valide, ça c'est très important. C'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'elle part de plusieurs niveaux. Elle part d'abord des spectateurs, des remontées des spectateurs. Il faut toujours entendre ce qu'ils ont à nous dire, en positif et en négatif. C'est très, très important l'échange. Elle part d'une équipe. Tu fais ce travail, tu fais remonter des choses et ensuite toi, tu travailles avec une direction et tu rapportes tout ça et tu mélanges tout ça avec l'envie d'une direction. Chaque direction a des projets. Il y en a une qui va avoir, la jeunesse, une autre les publics empêchés, Ouais. voilà. Il y a des valeurs différentes, qui sont amenées par, des directions différentes, donc tout ça peut se mélanger aussi, on les garde d'année en année et dans le coup, le fait de travailler en équipe, de faire remonter tout ça et d'échanger. Moi, j'ai toujours eu la chance et encore plus cette année, parce que j'ai la chance d'avoir une directrice qui vient de mon métier, donc qui comprend encore mieux ce que j'essaie de valoriser par ces politiques tarifaires, parce qu'elle a travaillé, elle a fait mon poste et j'ai une direction qui est très à l'écoute et qui accepte d'échanger avec ses équipes et qui ne réfléchit pas toute seule à une politique tarifaire, qui réfléchit en groupe et dans l'échange, en fait et ça, c'est très, très important et c'est comme ça qu'on arrive après à quelque chose de simple, qui pour le public, est facile à s'approprier et qui comprend. Par exemple, là, cette année, tu vois, enfin, quand, Raphaël est arrivé, notre directrice actuelle, elle a voulu mettre un nouveau tarif, le tarif solidaire, à 3,50 € pour les publics empêchés, hein, les publics qui bénéficient des minima sociaux. C'est vrai que ça tout de suite, ça te traduit la valeur que ce de d'une programmation et de ce que tu as envie de faire passer, de pouvoir accueillir tous les publics. Parce que en fait, on en a parlé, puis je trouve que c'est vachement important. Une grille tarifaire, effectivement, ça reflète, les projets d'une direction, mais ça reflète aussi les revenus qu'on veut avoir dans une organisation et en même temps, une scène nationale, ça a aussi un projet social
et culturelle. Donc, comment on fait pour justement faire cohabiter ces deux choses qui parfois peuvent être antagonistes, tu vois? C'est tout un sport, quoi. C'est tout un sport, il y a des calculs, hein, qui sont faits, on calcule tout ça, on regarde tout ça, mais on n'oublie pas notre mission de base quand même, qui est de permettre à des Oui, individus tous différents, de se construire dans un parcours culturel chez nous et de les accompagner dans ce parcours culturel, dans leur vie. Et ça, c'est important. Donc en fait, et ben, on part, d'un budget artistique, où, bah, tes spectacles, voilà, ils ont un coût, hein, bien oui, évidemment. Tu as des financements, donc tout ça est mis dans la balance et puis, on se dit: «Bah, voilà, il y a des personnes qui ont plus d'argent que d'autres», hein, faut être cru, hein, faut être réel, c'est vrai. Voilà, on n'a pas tous, les mêmes moyens et bah, ceux qui ont un petit peu plus de moyens et bah, il y a effectivement peut-être un plein tarif qui est un petit peu plus élevé. Il y a, nous, on n'a plus d'abonnement parce que ça fait un petit moment que j'avais décidé d'abandonner ça avec mon ancienne mmh, direction. On a une carte qui permet, de payer un petit peu moins cher, 2 à 3 euros moins cher que le plein tarif si tu prends plus de spectacles dans une saison, pour fidéliser ton public oui, aussi. Bah, c'est pareil, c'est plus cher que des personnes que le tarif solidaire qui bénéficient des minima sociaux. oui, On est très vigilants. Nous, on est une ville aussi, il faut aussi mettre sa politique tarifaire à la hauteur de ta ville. On est une ville avec une très, très grosse université, donc on a énormément d'étudiants, donc le but, c'est aussi de les faire venir. oui, On a un gros service d'action culturelle qui travaille avec les étudiants, avec tous ces publics-là et dans le coup, bah, pareil, alors on n'a pas un tarif à 3,50 mais on a un tarif qui est décliné entre 5 et 15 € pour les étudiants suivant les spectacles, pour que ça reste accessible, en fait. Le but est de mélanger. C'est ça nos missions, hein, c'est de faire venir tous les spectateurs. On a beaucoup de choses gratuites aussi, c'est pas que payant un théâtre. Dans une politique tarifaire, tu as aussi ce qui est gratuit, ce qu'un service d'action culturelle va pouvoir amener sur des stages, des ateliers, des rencontres, des échauffements, en destinée sandwich, des danses sandwich, des voilà, où tu viens avec ton sandwich et tu vois des choses gratuites. C'est peut-être des spectateurs qui n'ont pas les moyens de payer 3,50 € ou de payer 27 € pour voir un spectacle, mais ils viennent quand même parce que c'est gratuit, donc ils viennent dans ta structure. Donc ça fait aussi partie de ta politique tarifaire. oui, parce que quand même l'objectif, c'est de rendre la culture accessible et que les gens Accessible à tous. accessible à tous et de faire en sorte de faire connaître le lieu. Parce que peut-être aussi qu'il y a un certain type de population qui ne sont pas familiers et les événements gratuits permettent de faire venir ces gens-là. C'est Donc, ça, ça démocratise la ouais, culture et c'est très important et ça fait partie de nos missions, nous, en tant que scène nationale. oui. Est-ce que tu as déjà eu une évolution tarifaire marquante? Tu sais, parce que là, tu m'as parlé, est-ce que ça, ce tarif solidaire, c'est quand même marquant. Est-ce que tu as eu d'autres évolutions qui t'ont marqué au cours de ta carrière? Oui, après le covid, en fait, quand on a Oui, réfléchi vraiment à notre politique tarifaire, on avait encore, des abonnements, on avait plein de formules qui étaient assez lourdes, qui étaient compliquées. On a eu un petit peu plus de temps par moment, bizarrement oui. et on s'est mis à réfléchir, tu vois, Mmh. sur ce qu'était une politique tarifaire et comment on pouvait la simplifier et puis, bah, justement, j'ai eu beaucoup d'écoute à ce moment-là. Moi, j'ai fait le tour, de plein de structures. J'ai échangé avec plein de collègues en disant: «Mais qu'est-ce que vous mettez vous en place? Qu'est-ce que vous avez fait?» Puis, bah, j'ai pris des idées, je les ai Ouais, rapportées, on les a mélangées avec ce qu'on avait envie. Puis à un moment donné, je l'ai dit: «Bah, voilà, faut qu'on simplifie, faut que ce soit simple. ouais. Faut que les gens tout de suite, ils aient pas besoin de réfléchir et de dire: "Bon alors attends, j'ai 4 spectacles de théâtre, 2 machins, 2 trucs. Oui, il me faut 6 pour" non, en fait, là, après le covid, les gens, déjà, ils ont consommé. C'est un Mmh. mot qui était banni avant dans nos structures, mais voilà, c'est malheureusement, on en est arrivé à ça. Ils ont consommé différemment la Ouais. culture. Différemment parce que déjà, ils avaient plus envie non ils avaient envie de consommer plus au dernier moment, Mmh. tout au long de l'année Ouais. et de moins prendre tout de suite plein, plein, plein de spectacles, en fait. On a vraiment vu une évolution de l'achat de nos spectacles différente en fait après ces périodes-là. Justement, je trouve ça intéressant. Est-ce que le comportement de consommation, on va pas le dire, hein, c'est un bon, Oui, le c'est un mauvais oui, oui, comportement, mais c'est un comportement d'achat. Mine de rien, d'achat. il y a un c'est un produit culturel Mmh. et on achète une place. Donc, j'ai dit des gros mots, hein, on pourra mettre bip, bip, bip pendant le pendant l'enregistrement.
Mais est-ce que ça a eu, comme tu dis, est-ce que ça a eu un impact sur les tarifs? Est-ce que vous avez pensé des tarifs autrement par rapport à ce comportement précis, comme la dernière minute ou comme les gens qui achetaient plus en avance? Moi, j'avais lu un article récemment je la recommande d'ailleurs très fortement, Apolline Loquet, elle a une infolette qui est très intéressante, elle parlait du no-show, le fait que les gens ne viennent pas dans les salles parce qu'ils ont pris souvent leur place trop tôt, et ben ça a un impact aussi dans les salles. Donc en fait, il y a eu de plus en plus de no-show suite au Covid, et il y a une tendance de dernière minute. On ne veut pas que les gens ils achètent très tôt et qu'ils viennent pas, on veut qu'ils achètent et qu'ils viennent. Donc est-ce que ça a eu un impact justement sur la politique tarifaire? Oui, 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 au départ, on a effectivement donc nous, on a enlevé les formules d'abonnement, et puis on a juste mis une carte, bon, Oui. 1 ou 2 à un moment donné. Un plein tarif, une carte pour ceux qui effectivement prenaient plusieurs spectacles, voilà, quand tu avais plus de 26 ans, que tu travailles, que tu as un revenu tous les mois, bon voilà, donc cette carte qui est pour l'instant à 23 € chez nous et qui te permet d'avoir 2-3 € de Ouais. réduction, sur le plein tarif. Et après, en fait, et bah, c'est ça, un tarif à l'unité. Il y a pas, voilà, tu as un plein tarif, Ouais. la carte, et ensuite, bah, c'est le tarif solidaire à 3,50 € ou un tarif pour les jeunes, les demandeurs d'emploi. On a essayé vraiment de simplifier ça. On a testé, aussi les tarifs de dernière minute, Ouais. et ben, à un moment donné, les subventions n'étant plus à la hausse dans nos structures, Ouais. on s'est aperçu qu'effectivement les spectateurs venaient aussi souvent au dernier moment, pour acheter des places. Mais en fait, j'étais surpris parfois du tarif qu'on pouvait proposer au dernier moment. Ça m'avait un petit peu interloqué. Par moments, il y avait des remarques: «Ah bon? C'est pas cher». Enfin, donc bon. Et puis, et ben, à un moment donné, j'ai dit: «Et si on testait en fait de ne pas faire tarif de dernière minute et de continuer notre tarification, jusqu'au soir même en fait?» Enfin, voilà. Même quand le spectacle est complet et qu'on fait du surbooking, parce qu'il y a toujours des désistements, hein, donc on arrive toujours à Mhm. revendre quelques places. Et en fait, moi, je ne fais plus de tarif dernière minute et je laisse les mêmes tarifs parce que j'ai des personnes qui viennent, bah, au dernier moment, qui ont décidé, bah, ils sont libres ce soir, ils ont envie d'écouter ou de venir voir ce spectacle. Bah, ils viennent comme ça et puis, bah, dans le coup, on leur fait le tarif en fonction, quoi, de leur statut social ou de ce que s'ils ont pris qu'un spectacle ou s'ils veulent, nous dire: «Ah bah, en fait, moi, j'ai envie d'en prendre 4-5 mais j'ai pas eu le temps de regarder». Donc on prend le temps avec eux de regarder et de dire: «Bah, ça vaut peut-être le coup que vous preniez la carte, vous repasserez ou vous ferez ça sur internet et puis on verra ensemble pour compléter». Mais je trouve que, tu sais, je rebondis sur ton tarif de dernière minute. J'ai jamais, enfin, pour moi, un tarif de dernière minute, ça doit être le plein tarif parce que sinon, tu donnes des habitudes qui C'est sont ça, pas forcément les bonnes à ton public. Tu veux pas dévaluer finalement la valeur c'est ça. de ce que tu proposes. Et je trouve que de faire ça, de faire des tarifs de dernière minute qui sont beaucoup moindres, ça fait perdre de la valeur à ce que vous proposez. Ça fait perdre de la valeur, puis ça dépend de ta salle, en fait. Ouais, C'est vrai que nous, on a une salle enfin qui est, on a 2 grandes salles. Une salle de théâtre, il y a pas un poteau, il y a ouais. rien. Mhm. Toutes les places sont bonnes. En Ouais. fait, il y a pas de catégorie parce qu'on n'a Mhm. pas de voilà. On a un auditorium magnifique, pour la musique, surtout pour la musique classique, hein, parce que c'est Ouais. notre ADN. Ici, on est associé à 3 orchestres. Mhm. Donc c'est pareil, l'auditorium, c'est un auditorium de 1000 places où, tu entends très, très bien de partout, hein. Beaucoup d'acousticiens viennent visiter. Il y a beaucoup d'enregistrements dans cette salle, parce que l'acoustique est parfaite. Donc quand tu achètes des places au dernier moment, s'il reste de la place ou en cas de désistement, voilà, après l'heure annoncée du spectacle, on vend une dizaine, une vingtaine de places, en plus parce que les personnes ne sont pas venues. En fait, tu achètes la même place. Oui, Donc bien sûr. pourquoi la dévaloriser en Ouais. fait? Parce que c'est du dernier moment. Donc voilà, on a pris ce parti pris-là et qui fonctionne bien. Les spectateurs, ne le remettent absolument pas en cause et en question. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis alignée à ta pensée. De toute façon, je trouve que c'est qu'après, on va pas attirer les bonnes personnes dans les salles. On va attirer des gens qui veulent du tarif plutôt que d'aller voir quelque chose qui a de la valeur pour eux, qui va changer leur vie, qui va leur provoquer une émotion. C'est quand même pour ça qu'on va dans des salles, hein, qu'on va regarder soit du spectacle vivant, soit écouter de la musique. Hem, Exactement et puis nous, nos tarifs, ça va de, bah, 3,50 € ouais, à, allez, le plus cher en plein tarif et on en a que 2 dans ce tarif-là, c'est vraiment pour nos gros spectacles, ouais, 43 € en plein ouais. tarif. Mais c'est quand même plutôt une moyenne de 20 € en plein tarif quand tu
Donc on reste quand même assez accessible, ce qui fait partie de nos missions, bien Oui, évidemment. On est oui. subventionné aussi pour ça, hein, Mmh. mais il y a pas d'intérêt à le faire. Il y a aucun intérêt et puis, on fait plus grand chose pour 20 €, hein, donc d'avoir, un beau spectacle dans une salle, je trouve que c'est vraiment, un tarif très accessible. Après on va pas juger le tarif, mais l'idée, entre 20 et 43 €, quand tu vois le prix d'un concert de Taylor Swift, moi je trouve Ouais, que ça reste très accessible, tu vois? exactement. Exactement. Beh, tu sais, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que la grille tarifaire, c'est pas juste des chiffres sur un papier et c'est un outil stratégique. C'est un outil Exactement. stratégique, qui sert une direction, qui sert, une politique sociale et culturelle et je trouve que c'est vraiment important parce que, tu sais, ce rôle-là puis c'est quelque chose que je m'évertue à faire. C'est pas le premier épisode où j'invite quelqu'un qui parle de billetterie, parce que je trouve que la billetterie, c'est stratégique. Et en fait, quand on a ce genre de conversation et qu'on partage ce genre de conversation, ça redonne des lettres de noblesse aux personnes qui travaillent en billetterie et en accueil parce que aussi c'est la première personne qu'on voit, c'est la première interaction. Pas de billetterie, pas d'accueil, pas de spectacle, pas de marketing derrière. Donc, c'est quand même charnière, quoi. Exactement. Nous sommes les premières personnes que le public rencontre, l'accueil billetterie. Oui, exactement. Très, très important. Mais Ouais. tu vois, une politique tarifaire, il y a ce qui se voit Mm. et il y a ce qui se voit moins, c'est-à-dire la politique tarifaire de l'action culturelle aussi. Oui, Ils ont aussi une grille à eux qu'on a travaillé. C'est très important de travailler avec eux parce oui, ils sont proches de leur public, des étudiants, des personnes avec un handicap, des lycéens, des collégiens. Et dans le coup, on a travaillé une grille différente avec eux pour que ça reste accessible. ok. Aussi pour ces publics-là, tu vois? Par exemple, tout ce qui est les associations de jeunes, les associations d'étudiants, on a fait un tarif unique pour eux à 10 €, Ah, mais ça, c'est quel que génial. soit le spectacle, que même pour les spectacles les plus chers chez nous, voilà. Il faut qu'ils sortent en groupe, bien évidemment et puis il y a tout un travail qui est fait, autour du théâtre, hein. Il y a un accompagnement des médiateurs. Par exemple, pour les structures sociales avec un handicap, on fait les tarifs à 8 €. Ah, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux expliquer parce que tu sais, on a des auditeurs qui viennent au Québec et qui viennent de France, qui n'ont pas tout à fait la même structure que toi. C'est quoi pour toi l'action culturelle? C'est quoi? C'est de la médiation culturelle? C'est un tarif C'est de la spécial? médiation Ouais, culturelle, voilà. ouais, Il y a on peut appeler ça il y a différentes appellations, action ouais, culturelle, médiation. Ce sont des médiateurs, en fait, voilà. ouais. Eux, ils vont chercher les publics, en fait, pour nous les ramener par des projets, des OK, actions et tous les types de publics. Voilà et donc ils construisent des parcours avec eux. Ils donnent un sens aussi au spectacle avec un parcours par des ateliers, des visites, des rencontres avec les artistes. Voilà, c'est pas du spectacle one shot. ouais. Intéressant ce que tu C'est de racontes. l'éducation Ouais, aussi. ouais. Ça se pratique beaucoup aussi en cinéma, hein, parce qu'on est Ouais, aussi une structure qui a un cinéma art et essai et ouais. on fait beaucoup de l'éducation à l'image. Peut-être Mmh. que tu as fait ça, toi, école, maternelle au cinéma, école au cinéma et tout ça. Moi, j'y ai participé quand j'étais gamine, où en fait, notre institut, on avait droit à 3 films par an qu'on allait voir. Bah, ça fait partie de l'éducation. Voilà. On t'amène la culture jeune, on te nourrit jeune pour que justement, tu deviennes un futur spectateur plus tard, dans nos structures. Alors moi, j'ai pas eu cette chance, franchement, Véronique, Ouais, j'ai une grande chance, mais j'ai vu qu'il y a même un site qui permet justement l'éducation au cinéma, justement transmet la culture à travers le cinéma. Donc il y a c'est des ça. programmes et on peut être accompagné à travers ça. Exactement et nous, on a aussi un médiateur Ouais, cinéma, voilà, qui travaille et qui participe aussi avec d'autres structures, bien évidemment, à l'élaboration de tous ces programmes. Il y ouais, a des programmes spécifiquement choisis, voilà. Ensuite, les enseignants voient les films, sont formés. C'est des tout petits cours de 5 ouais. minutes. Il va y en avoir 3, 4, mais c'est leur première sortie en maternelle, en fait, dans une salle de cinéma. C'est hyper important quand même. De Et pouvoir puis tout de c'est suite les charnière. accrocher à ça et c'est des cours qui sont vraiment très, très adaptés, qui va parler de la tristesse, de la joie, enfin voilà, des premières valeurs en fait qu'on apprend aux enfants. Ah, c'est fabuleux. Ben oui, c'est le spectateur de demain. Donc C'est en le spectateur de demain, c'est ça, exactement. j'ai une petite question. Alors, on digresse un peu de notre politique tarifaire, mais ça m'intéresse tellement. Est-ce que justement les parcours, ils sont croisés entre, le spectacle et le cinéma? Oui, Ou tout à fait. ouais, Les médiateurs travaillent ensemble et les parcours peuvent être croisés.
tout à fait. Ah, ça, c'est fascinant parce qu'en fait, l'idée, je trouve que l'image est encore, tu vois, aujourd'hui, on a cette culture de l'écran quand même, pas mal. Donc, c'est plus facile, quelque part, d'emmener les jeunes devant un écran, mais dans une salle, assis à écouter, à vivre, tu vois, des émotions qui sont différentes, autant par la danse que par la musique, que par le théâtre. Ça reste quand même sortir plus de leur zone de confort. Donc, faire des parallèles entre tout ça, je trouve ça super pertinent. On en fait et on en fait aussi dans la programmation, hein. Notre, Raphaël, notre nouvelle directrice, c'est aime beaucoup, enfin, a remis, à l'honneur, même s'il l'était loin de là avant, hein, le cinéma au cœur de son projet et on s'attache beaucoup à mélanger. On fait des grandes sorties. Par exemple, tu vois, la semaine prochaine, on va avoir «L'étranger», de François Ozon, Ouais, en avant-première ici, en la présence de François Ozon. Mais ça waouh, sera pas dans la salle de cinéma, ça sera ouais. dans notre salle de théâtre. Ah, Justement pour casser aussi un petit ouais. peu les codes et que les spectateurs puissent aller, des 2 côtés. Et ben, il y a des films ici au TAP, dans notre salle de théâtre, en même temps au cinéma et en Mmh. même temps on fait un ciné-concert qui est vendu dans notre saison de spectacle. Voilà, les équipes travaillent beaucoup ensemble pour essayer de faire d'une programmation très liée, en fait, et de faire des chemins et des passerelles entre les 2. Ah mais c'est la clé, hein, c'est la clé de voûte et il y a un en fait, j'allais faire le pont entre le cinéma et le spectacle, c'est souvent la musique, hein. La musique est quand même un trait d'union, tu as de la La musique au musique, ouais, ouais, tout à fait tu as de la et la musique politique tarifaire aussi, si tu veux qu'on et revienne une à notre politique politique. tarifaire. Ouais, on va Parce qu'il y revenir a sur aussi le tarif solidaire au cinéma. Dans le coup, on a mis aussi le tarif solidaire à 3,50 € au cinéma. c'est merveilleux ça. Moi, je trouve ça fabuleux ce tarif solidaire. Est-ce que là, comment justement il a été perçu ce tarif solidaire? Autant, est-ce que justement ça vous a permis d'aller rejoindre ces publics que vous aviez pas? Est-ce que Oui. comment il a été, accueilli? Moi, très simple, je vais te raconter une histoire. Donc l'année dernière, c'était la saison dernière, c'était la première Ouais, saison ouais. de Raphaël. Donc là où on avait mis en place ce tarif solidaire qu'elle souhaitait mettre en place. Donc on l'a présenté, elle m'a fait venir sur scène pour présenter la politique Ouais, tarifaire, parler de ce qu'on avait fait justement et au moment où on a échangé toutes les 2 sur le fait que, bah, elle avait mis en place donc qu'elle tenait à mettre en place pour les publics empêchés ce nouveau tarif et pour qui c'était, bah, ça a été applaudi dans la salle par les spectateurs. On avait plus de 500 spectateurs qui ont applaudi ce tarif et quand on a terminé par un petit pot à la sortie, j'ai plein de gens, parfois des personnes qui n'avaient pas le droit à ce tarif ouais, et qui m'ont dit: «Mais nous, on n'a pas le droit et c'est pas grave, justement, on trouve ça super bien. Moi, j'ai les moyens de payer ma place et je trouve ça très bien que moi, je paye peut-être un petit peu plus cher, mais que dans le coup, que des publics qui n'ont pas les moyens puissent aussi venir» et on s'est aperçu qu'effectivement, on a eu alors, c'est pas toujours facile parce que ce sont des personnes qui, il faut que tu dises, que tu prouves, donc ouais, ça peut être indélicat. Souvent, ces personnes envoient un mail en disant: «Bah, voilà, moi, je pense que j'ai le droit au tarif solidaire. Est-ce que vous pouvez plus me renseigner ouais. sur, le RSA? Jusqu'à quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je dois montrer? Qu'est-ce que je dois justifier?» Et d'un coup, j'ai formé une personne dans mon équipe qui est très sensible à tout ça et qui s'est beaucoup renseignée sur tout ça et qui, dans le coup, bah, avec discrétion, les rappelle et discute avec eux et puis, dans le coup, on prend le temps d'échanger et parfois, la personne, bah, elle a pas toujours les justificatifs, mais elle nous explique et on se dit: «Eh ben, c'est pas grave, on va lui faire le tarif» parce que le but, nous, c'est qu'elle vienne, parce Ouais. que sinon elle pourrait pas venir. Donc c'est important et plus ça va, plus on a des spectateurs qui viennent qu'on ne voyait pas et qui nous disent: «Bah, je peux en prendre que 2 à 3,50 € mais je vais venir». Voilà, bah, ça y est, ça c'est gagné. C'est pas grave s'ils en prennent que 2 ou un, mais c'est gagné. Puis nous, ça nous permet de parler aussi de ce qui est gratuit, de ce qu'ils peuvent Oui, venir voir aussi au TAP en dehors de ce qui est payant. Donc on crée des liens, donc c'est des liens qui se créent, oui. petit à petit. Donc on n'en avait pas beaucoup l'année dernière et puis cette année, on en a un peu plus et puis l'année prochaine, on en aura un peu plus et tu construis comme ça, petit à petit, un parcours avec eux. Ah oui, c'est fabuleux. Je trouve que, comme tu dis, c'est de créer un lien parce que ces gens-là, au départ, c'est quelque chose sur lequel ils avaient tiré une croix. Donc, le fait de se dire, il y a un tarif solidaire et peut-être je peux avoir accès à ce tarif solidaire, ça crée déjà un lien. Moi, j'aime beaucoup dire qu'un théâtre, une salle de spectacle, c'est un lieu de vie et on veut les emmener dans ce lieu de vie. J'avais discuté, je pense que c'est un théâtre à Montréal, donc on est dans une autre perspective parce que c'est des théâtres qui ne sont pas financés. Mais eux aussi, je mettrai le lien sur l'article, ils avaient un tarif solidaire qui était, il y avait plein de tarifs, un tarif solidaire, c'est-à-dire que les gens pouvaient payer plus pour financer ceux qui payaient encore moins. Et en fait, il n'y avait pas besoin de justificatif. Et Ah,
Et donc, c'était vraiment intéressant. Alors, on n'était pas à 3,50 €. Ce qui avait été partagé, c'est qu'effectivement, si tu mets le tarif solidaire à 15 $ en premier, bah forcément, les gens ils vont être tentés de prendre ça. Mais si tu expliques au fur et à mesure le tarif, donc le tarif qui est dit solidaire pour eux, c'est le tarif où on paye le plus. Ensuite, il y a le plein tarif et le tarif réduit. Et donc, en fait, à partir de là, ils ont eu des bons résultats et ça a permis de faire venir certaines personnes. Et ils avaient un quota, effectivement, sur un tarif réduit. Tu as Donc, le billet suspendu aussi qui existe en ouais. France. Nous, on y Alors, réfléchit un petit peu. Tu vois, où l'argent, des spectateurs mettent de l'argent ouais, dans la boîte. Voilà, on ouais, va dire, on va le simplifier comme ça. Et puis, bah, tu mets un petit tableau et tu mets, bah voilà, il y a la valeur de 3 billets. Et puis, bah, il y a une ouais, personne qui se présente qui dit, bah, moi, j'ai pas trop les moyens et je voudrais prendre un billet suspendu. Dans le coup, tu prends l'argent dans ta petite boîte. Alors, je le fais très simple, hein. ouais, ouais, Tu ouais, prends l'argent dans ta petite boîte et tu vends le billet à cette personne. Voilà, qui c'est le reprendra, fantastique. entre guillemets, gratuitement. C'est magnifique. Mais on avait testé aussi une fois les prix libres sur un spectacle. Oui, oui. On avait dit, bah, vous donnez 5, 10, 20. Et en Mmh. fait, les personnes, la plupart du temps, ils donnaient 20. Ah ouais, tu vois? C'est un peu le chapeau, en fait, finalement. Ça. Mmh. Je pense que les gens sont honnêtes. Moi, enfin, euh, je crois énormément en l'humain. Oui, Et, je pense que la plupart du temps, les gens, ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Et que si tu as les moyens, tu vas pas mettre 3,50, tu vas mettre 10 ou 20 euros. oui, Alors, exactement. voilà. Donc, j'y crois à ça, en fait. J'y crois aussi. Si on est et puis tu travailles dans une scène nationale, c'est que tu crois dans tu crois dans les gens, tu crois dans le fait qu'il faut que la culture soit, démocratisée, qu'on puisse emmener plein de gens dans les salles et ça passe par une politique tarifaire qui est accessible. Sinon ça va pas Exactement. fonctionner. Sinon, ça va pas fonctionner et on n'est pas dans nos valeurs de démocratiser la culture. Alors, moi, j'aimerais revenir, Véronique, tu m'as parlé qu'une politique tarifaire, ça se faisait pas tout seul. Et Oui, justement, j'aimerais qu'on creuse un petit peu comment tu interagis avec les équipes. En fait, ce que j'entends, qui est super intéressant, c'est que toi, tu fais de la collecte de données. c'est Heu, ça. Tu sais, c'est quand même nada to data, donc la politique tarifaire, c'est un projet de données. On est vraiment pile poil dans le thème. Donc, comment tu collectes avec tes collègues, justement, cette substantielle moelle pour ajuster cette politique tarifaire? Comment ça se passe? Et ben, en fait, c'est un travail d'équipe, faut faire équipe, hein, Ouais. tout simplement. Faut faire équipe. C'est ma façon de manager. Voilà, déjà, je vais régulièrement, en caisse parce que Oui, je veux pas être déconnectée de ce que les équipes font et oui. vivent au quotidien. Donc c'est important régulièrement de faire des caisses avec eux Mmh. et de recevoir les spectateurs, voilà. Mais on a des réunions très régulières, tu vois, par exemple, on en a, bah, demain, Mmh. on a ouvert nos ventes il y a 15 jours. Demain, on fait pendant 2 heures, on va parler des retours des spectateurs. Je leur ai demandé là, pendant tout le mois de noter chacun ce qu'ils avaient à me dire, comment ça s'est passé, en positif, en négatif, les remarques qu'ils ont eues sur les tarifs, sur, notre accueil, sur ce qu'on a mis en place, sur ce qui a marché, pas marché. Et puis, bah, dans un mois, je vais rencontrer la direction et puis, bah, moi, je vais rapporter ça. Je vais dire: «Bah, voilà, ça, on a fait ça cette année, c'est peut-être pas bien, peut-être qu'il faut qu'on évolue différemment». Et puis, bah, la direction va me dire, elle, vers quoi elle a envie d'aller. Donc moi, je vais hop, prochaine réunion le mois d'après et bah, par exemple, Raphaël a envie de travailler sur les 20 ans du TAP qui seront dans 3 ans, mais on va prendre le temps, par exemple, tu vois, d'y travailler. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quelles idées on ramène à Raphaël? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on défende sur ces 20 ans? Qu'est-ce qu'on fait? Les petits trucs qu'on va trouver, en termes de tarifs, en termes d'accueil, voilà et ben voilà, c'est ça, c'est travailler ensemble, c'est faire équipe et ça, c'est hyper important, hyper important. Oui, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un flux constant, tu vois, entre tes équipes et puis Raphaël, où, parfois, tu vois, ça bloque et chez vous, ça bloque pas et ça, c'est Ça merveilleux. bloque pas, ça bloque absolument pas et avec la direction que j'avais avant, c'était pareil. J'ai eu la chance d'avoir la même écoute. Mmh. Ça bloquait pas, ils étaient très à l'écoute de ça et on travaille ensemble. Ce qui veut dire que quand on a décidé quelque chose, après quand la direction a validé, parce que c'est bien à la direction, bien évidemment Ouais. validé, a validé quelque chose, bah, en fait, on a validé quelque chose qui a été travaillé ensemble. Donc les équipes, elles le vivent toujours bien Oui. parce que même si j'ai peut-être pris une direction un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça. En fait, moi, je suis capable de l'expliquer parce que je l'ai travaillé avec eux.
Donc, c'est toujours bien vécu. Donc, nous, et dans notre discours, c'est ça qui est important parce que le discours, qui va le tenir? C'est le personnel d'accueil, Oui, c'est c'est l'équipe ça. d'accueil. Oui, Donc, il faut oui, qu'ils connaissent la programmation. Il faut que les programmateurs, donc Raphaël, ils sont deux ici au oui, TAP, Raphaël et Alexandre, nous aient donné toutes les aiguilles, toutes les ficelles de leur programmation. Et en même temps, au niveau des tarifs, nous, faut que je sois très, très claire avec eux pour que puissent rebondir sur tout ce que les spectateurs vont leur dire et pour qu'ils puissent aiguiller au mieux tous les spectateurs et qu'ils comprennent toutes les ficelles, comme les ficelles d'un paramétrage. oui. Pourquoi je paramètre comme ça dans un logiciel de billetterie? Sur le site, comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est important qu'ils le sachent. Sinon, enfin, la communication et l'information sur toutes les équipes, c'est hyper important. J'ai les équipes d'accueil spectacle, Mmh. cinéma, et je gère aussi l'équipe accueil administratif, Oui. hein, donc la personne qui prend le standard de toute l'administration, mais dans le coup, elle travaille avec nous à l'accueil. Et quand je fais des réunions d'accueil, on mélange les 3 accueils parce que toutes ces personnes-là, que ce soit cinéma, accueil administratif, accueil spectacle vivant, renseignent sur le projet d'une direction. Donc c'est important qu'on le travaille tout ça ensemble et que ce soit sur une politique tarifaire ou sur comment accueillir le public ou la qualité d'accueil qu'on souhaite mettre ici dans cet établissement, en fait, les 3 accueils travaillent ensemble sur ça. Je trouve ça vraiment pertinent ce que tu me dis. Je parle beaucoup de gestion du changement aussi dans le podcast, parce que les projets donnés, dont la politique tarifaire fait partie, c'est une gestion de changement. Tu changes de politique tarifaire, c'est une gestion de changement. Pour impliquer les équipes, comme tu le dis, dans un changement de politique tarifaire, il faut que les équipes qui vont avoir à transmettre cette politique tarifaire soient impliquées dès le début. Et je trouve que en fait, vous l'avez fait de manière hyper organique. Tu vois, cette gestion de changement, elle est hyper organique chez toi. Je veux dire, il n'y a pas de. Tu. Ouais, Tous les ans, j'emmène un nouveau projet à ouais, l'équipe. Et tous les ans, on travaille des nouveaux projets parce ouais, qu'on essaie de se tirer vers le haut tout le temps pour pas s'ennuyer. Les ouais. métiers d'accueil n'étaient pas souvent valorisés et valorisants avant. Je trouve que de plus en plus, ils le sont. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'avoir des projets et de Mm, continuer à faire évoluer nos politiques tarifaires, nos logiciels de billetterie, notre façon d'accueillir. On réfléchit tout le temps, on monte des projets, on travaille en transversalité avec tous les autres services. On fait équipe. Tu vois. Et ça, c'est important. Et ce qui fait que moi, j'ai très, très peu de changements dans mes équipes, en fait. Justement, moi, je voulais parler un peu de tes équipes parce que tu m'en as parlé quand on a préparé cet entretien et j'ai trouvé ça fascinant, des gens que tu arrivais à recruter dans tes équipes à des postes d'accueil et de billetterie qui, je le redis, ne sont pas des postes qui sont hyper valorisés au départ, mais chez toi, comme tu dis, tu arrives à les retenir, ils sont stimulés, ils sont heureux. Tu peux me parler un peu des profils que tu as dans ton équipe, justement? Ce sont tous des personnes diplômées, Ouais. voilà. Ils ont entre eux des bac+3 et des bac+5. Ouais. Il y a des personnes qui ont fait des études dans le milieu du spectacle. Il y a des personnes qui ont fait des études dans le milieu de l'art, ça va être en fac d'art pas art du spectacle, en patrimoine, voilà. Et puis il y en a qui ont fait de la sociologie, il y en a Mmh. voilà, enfin il y a un petit peu de tout en fait, mais ils avaient tous quand j'ai fait les recrutements, ils avaient tous un point commun, c'est l'amour de l'art quoi, en fait, et c'est ça qui est important. Et puis, des personnes qui sont souriantes, bienveillantes et qui croient au projet en fait. Si tu y crois pas en fait, si tu n'adhères pas à un projet d'une direction, si tu n'y crois pas, ça va se sentir aussi dans ton accueil. Et c'est pour ça que faire équipe et échanger beaucoup, travailler ensemble, quel que soit son statut et son poste dans une entreprise, c'est très, très important parce que tu y crois. Donc quand tu accueilles le public, tu as le sourire, tu es bien, tu es heureux de le faire et de vendre. Nous, notre but principal moi, je suis toujours frustrée, il y a un truc qui me frustre énormément, c'est quand le soir, j'ai un spectacle qui est complet, bon, j'ai des désistements, j'arrive à faire rentrer quelques personnes, il y a quelques personnes qui restent sur le carreau et qui n'arrivent pas à rentrer. Je suis hyper déçue et d'un coup, j'arrive pas à rentrer après dans le spectacle, à me mettre debout, tu sais, Oui, dans le je fond. comprends, ouais. Parce que je me dis: «Mince, il y a 10 personnes qui sont restées sur le carreau, c'est horrible. Mmh. J'aurais voulu tellement qu'ils rentrent, en fait, pour voir le Ouais, spectacle». En ouais. fait, c'est ça nous, c'est que Mmh. les gens soient heureux et l'équipe, Ouais. c'est ça aussi. Donc ils voient le spectacle, ils voient les films et puis quand les spectateurs sortent d'un film, je le vois souvent là avec l'équipe, quand je passe les voir, de temps en temps, je vois des spectateurs qui discutent en disant: «Ah, vous l'avez vu alors ce film, vous en pensez quoi vous? Ah ouais». Alors, ils sont pas toujours d'accord, c'est pas grave, mais il y a la discussion de ça et ça crée un échange. Et qu'est-ce qu'on en a besoin à l'heure actuelle de cet échange, tu vois? Ah oui, c'est du lien, mais Tellement important.
c'est très important. C'est un lieu C'est un d'échange, lieu de vie, exactement. tu sais, c'est un lieu de vie et là, on parle de politique tarifaire, on parle de plein de choses, moi je parle beaucoup de données, c'est mon sujet, mais c'est vraiment, je partage avec toi. Je sais, Véronique, on partage cette passion commune pour faire venir les gens dans les salles parce qu'il y a du lien, parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'on est déstabilisé, parce qu'on apprend de nouvelles choses. Je trouve ça fabuleux, quoi. Il y C'est a, et je- voilà, je suis prise par mon émotion moi aussi et par ça. ta frustration parce que les gens, ils avaient envie de voir un spectacle et qu'ils n'arrivent pas à rentrer. Et je vais passer à un autre sujet, là, un peu du coq à l'âne, mais tu plus ou moins du coq à l'âne, parce que tu me disais que c'était un travail d'équipe au sein du TAP, mais il y a un autre travail d'équipe que tu as, mais parallèlement, c'est tu travailles un peu tu as monté un groupe ou tu fais partie d'un groupe au sein du TNM Lab, qui est une communauté apprenante. Je mettrai le lien du TNM Lab aussi dans la bio de cet épisode. Je vais en mettre des liens dans cette bio d'épisode. Euh, et je voulais savoir, alors, comment ça s'est monté, ce groupe billetterie, et qu'est-ce que ça vous apporte à tous? Alors moi, il est, existentiel ce groupe billetterie. Il est très, très important parce que ça n'existait pas avant. En fait, dans les théâtres, je me suis aperçue que les directeurs techniques se rencontraient, les services de communication pouvaient se rencontrer, les services de médiation. Mais en accueil, en fait, on ne se rencontrait pas. Alors parfois, on s'appelait entre collègues parce qu'on Ouais. s'était croisés et on créait des liens, des amitiés, mais ça restait comme ça, tu vois? Juste par des simples coups de fil et j'avais trouvé ça un petit peu dommage. Je me suis dit: «Bah, tiens, si je réunissais au moins mes collègues», parce que nous, on a une région où on est 4 scènes nationales. Si au moins je réunissais mes collègues, pour, qu'on puisse échanger sur ces thèmes-là et puis faire, une réunion toute la journée là-dessus. Et comme le TAP était adhérent au TMN Lab, et que j'avais assisté déjà à quelques rencontres. J'en ai parlé à Anne et Clément qui m'ont dit: «Mais on peut t'accompagner là-dedans». Et j'ai monté une première journée autour d'un thème, la politique tarifaire. Et puis à la fin, et ben, il y a 3-4 personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit: «Et si on continuait?» Et un groupe s'est formé avec, Lydia, Julie et puis d'autres personnes qui sont parties depuis parce que, bah, c'est du boulot, c'est du temps, hein, donc on peut ce groupe, il vit en fait, tu vois? Et puis, bah, ce groupe, il s'est formé. On est resté en lien avec le Télémène Lab. On a fait une deuxième rencontre plus tard avec, l'Azimut, Oui, autour plutôt des logiciels de billetterie. oui, Mais comme ça prend quand même énormément de temps, on a plutôt décidé de faire des cafés, ce qui oui. existe, hein, les cafés du Télémène Lab. Et là, bah, le prochain thème qu'on a décidé de travailler, c'est sur l'aménagement des espaces et la vie des lieux. Nous, on apprend et on échange sur nos métiers. C'est ça qui est important. C'est qu'on essaie de travailler sur ces sujets-là et de nous faire nous-mêmes progresser, de nous Oui. faire nous-mêmes tirer vers le haut. Ah, c'est dans la mutualisation du savoir, de C'est connaissances. ça et On c'est est hyper vraiment, important. on est vraiment dans la communauté de pratique. Enfin, je veux dire, vous êtes beaucoup à être seuls dans vos organisations, à porter chacun la même type des responsabilités avec lesquelles vous avez besoin d'échanger. Cet échange, il est vital. Il est Donc, vital. ça n'enlève rien aux autres. La connaissance, c'est la seule chose que tu ne perds pas quand tu la partages, tu vois. Exactement, complètement. Je pense que beaucoup de gens vont être hyper inspirés par le témoignage que tu as partagé aujourd'hui, Véronique. C'est fascinant, quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors, je sais qu'on pourrait encore parler environ 1 heure 30, mais il y a un Ah oui, moi, tu sais, je suis bavarde en plus, je suis ouais, bavarde. t'es bavard, mais c'est pas grave, on aura l'occasion de se revoir, Véronique, c'est certain. Euh, je voudrais juste faire un petit point parce que on a parlé au tout début, ça fait 27 ans que tu es à la billetterie au TAP. Ouais. Euh, Si tu pouvais passer un message sur le rôle stratégique de la billetterie, tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux gens euh, qui sont un peu dans des goulets d'étranglement dans ces métiers, ou si tu voulais donner le goût à des gens justement de faire le métier que tu fais, qu'est-ce que tu dirais? C'est un métier passionnant, que c'est un métier de plaisir, c'est un métier transversal. On travaille avec tous les corps de métier dans un théâtre à l'accueil. Chaque corps de métier est un pilier. Voilà, on a tous besoin des uns et des autres. Mais l'accueil, est le premier service que les spectateurs rencontrent. Donc pour moi, il est très important, parce qu'on est là aussi pour défendre un projet et des valeurs qui pour nous sont très, très importantes. Et puis on est dans le contact humain, on est dans le lien social et en même temps,
la cerise sur le gâteau, c'est on rencontre des artistes. On a la chance ici d'avoir un même lieu pour manger et se reposer. Donc ce qui fait qu'on croise des artistes, on croise des gens passionnants et donc on fait un métier d'échange et de partage et de savoir qui est passionnant. Merci beaucoup. C'est vraiment ce que tu as transmis tout au long de cet épisode. Tu nous rappelles à la billetterie que c'est un lieu à la fois stratégie et un lieu de relation. De Et relation. c'est vraiment un lieu de relation. Moi, je fais ce métier en fait pour la relation. Je parle de data, mais je veux parler de relation, que ce soit avec les publics, avec les gens qui travaillent pour le milieu. Et en fait, évidemment, on a toutes les deux cette conviction. Merci beaucoup Véronique pour ce partage. Je suis sûre que Carine. ça va inspirer nos auditeurs. Et à très bientôt dans À Nada to très Data. bientôt. Merci Karine, à très bientôt. Merci. Salut, c'est Nata to Data, le podcast de Karine Ramani. Si tu aimes, pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire sympa et à le partager à un ami, un collègue. Peu importe tant que ça circule. À bientôt!